Les frontières peuvent être assez étranges. Je veux dire, vous vous souvenez de cette frontière entre les Pays-Bas et la Belgique qui est un peu comme un patchwork de territoire, avec parfois des lignes de frontières qui passent à l'intérieur des maisons? Point Roberts aux États-Unis est une autre exclave notable de l'État de Washington, située à l'extrémité sud de la péninsule de Tsawwassen au Canada. Similaire à Elm Point dans le Minnesota, une petite exclave de Cape inhabitée des États-Unis, entourée par un lac et uniquement accessible par voie terrestre via le Canada. Et cela se produit partout dans le monde, à la fois entre un pays et un autre, mais aussi à l'intérieur d'un pays entre ces régions. Dans cette vidéo, nous allons apprendre sur certains des conflits entre les États américains. Au fait, dans cette vidéo, je reviens un peu à l'animation sur tableau blanc, juste pour faire des allers-retours et ne pas changer complètement de style. Alors commençons par celui sur la vignette, le Kentucky Bend. Le Kentucky Bend, également appelé le New Madrid Bend, est une exclave du comté de Fulton, Kentucky, encerclée par les États du Tennessee et du Missouri. C'est une portion d'une péninsule à l'intérieur du fleuve Mississippi. Selon le recensement de 2020, sa population n'était que de 9 personnes, mais historiquement, grâce à son sol très productif dans la plaine d'inondation de la rivière, le Kentucky Bend a été développé comme une zone de production de coton majeur, abritant plus de 300 personnes d'ici 1870. La carte illustre l'absurdité de la situation. L'exclave du Kentucky est complètement séparée et en fait assez éloignée du reste du Kentucky. Non seulement elle borde exclusivement le Tennessee par la terre, mais le reste de ses frontières est le fleuve Mississippi, qui, à son tour, est complètement entouré par l'État du Missouri, qui se courbe autour de la péninsule, mais la frontière précède en fait la séparation du Kentucky du territoire de Virginie et du Tennessee de la Caroline du Nord. Son emplacement découle de la limite de la colonie royale de 1665, qui était destinée à définir les limites des colonies à l'époque. En 1812, cette zone du fleuve a été fortement perturbée, et on a même signalé qu'elle coulait à l'envers à cause des tremblements de terre de New Madrid de 1811. Certains des plus puissants jamais ressentis aux États-Unis. Donc peut-être que l'enclave n'était pas une réalité à l'époque. Lors de son admission en tant qu'État, le Tennessee a contesté l'inclusion de la courbe dans le Kentucky, maintenant cette revendication jusqu'en 1848 avant de finalement l'abandonner. Un fait amusant, le virage du Kentucky est le décor d'un livre de Mark Twain intitulé La vie sur le Mississippi, où il décrit la querelle entre deux familles qui y vivent. Puis, passons à Carter Lake, une situation entre l'Iowa et le Nebraska. Carter Lake est une enclave de l'Iowa. Elle est entièrement entourée par le territoire de l'État du Nebraska et séparée du reste de l'Iowa par la rivière Missouri. La population était de 3791 lors du recensement de 2020, donc un bon nombre d'Iowans vivent dans cette enclave. Ce qui est incroyablement intéressant, c'est que bien qu'il ne soit pas sûr que le Kentucky Bend ait commencé à ne pas être une enclave, nous pouvons être 100% sûrs que Carter Lake n'en était en fait pas une au début. Avant 1877, le fleuve Missouri coulait au nord de ce qui est aujourd'hui l'enclave. En fait, vous pouvez voir les restes de l'ancien cours du fleuve sur la carte, qui est maintenant appelé le Saratoga Bend, formant le lac Carter lui-même. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mars de 1877, une grande inondation a redirigé le cours du fleuve à 2 km au sud-est. Malgré l'inconvénient de transformer la zone en une enclave, la formation du lac a en fait transformé les terres environnantes en une zone de loisirs florissante autour du lac lui-même. Le Nebraska a contesté la propriété de l'Iowa et l'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis en 1892 avec le jugement en faveur de l'Iowa. Un autre exemple fou que je ne connaissais pas est l'île Ellis, qui est en quelque sorte partagée entre New York et le New Jersey. Un autre exemple fou que je ne connaissais pas est l'île Ellis. Située dans l'arbor de New York sur la rivière Hudson et étant un lieu historiquement pertinent pour l'arrivée de milliers de migrants aux États-Unis, l'île Ellis a une situation frontalière étrange. Est tout d'abord une île appartenant à l'État fédéral, ce qui signifie que le gouvernement fédéral américain en est le propriétaire plutôt que les États. Néanmoins, les frontières sur la carte semblent étranges. La partie originale de l'île Ellis fait partie de New York, mais le remblai artificiel environnant appartient au New Jersey, et cela a créé une juridiction partagée unique sur la même île. Cette carte de 1998 nous le montre. En vert est la zone de la partie naturelle originale de l'île qui fait partie de New York, tandis que le reste de l'île, fait par l'homme, fait partie du New Jersey.
Comme nous pouvons le voir, l'île est remplie par les mêmes bâtiments interconnectés, donc ce qui finit par se produire, c'est que pendant que vous marchez dans le bâtiment, vous passez réellement d'un état à l'autre, créant une situation plutôt étrange où la zone verte est une esclave de New York. L'île naturelle faisait en fait à l'origine partie de New York, cependant, lorsqu'elle a commencé à être artificiellement agrandie, le New Jersey a commencé à revendiquer sa juridiction car les extensions dépassaient la zone de New York. L'affaire est allée devant la Cour suprême en 1998 et cette conclusion étrange a été tirée. Et une situation similaire existe avec Liberty Island, qui fait partie de New York mais est entièrement entourée par les eaux du New Jersey. C'est parce que New York a revendiqué l'île bien avant que les eaux de l'État ne soient délimitées et que les deux États ont accepté la solution en 1834. Un autre cas vraiment intéressant peut être trouvé dans la péninsule perdue du Michigan et il partage cette frontière avec l'Ohio, qui est une très très petite exclave du Michigan, le sommet d'une péninsule qui est dans sa partie sud, principalement partie de l'Ohio. Environ 140 personnes y vivent aujourd'hui, mais pourquoi sont-ils citoyens du Michigan et non de l'Ohio ? Pourquoi la frontière n'a-t-elle pas été tracée de manière à ce que l'Ohio conserve l'intégralité de la péninsule ? La réponse est le résultat du conflit de frontières de la guerre de Toledo en 1835 qui a été mené entre les deux États pour déterminer si l'État de l'Ohio ou le territoire du Michigan contrôlerait une zone connue sous le nom de bande de Toledo. Je crois que c'est un exemple rare d'une guerre menée entre deux États américains. Après la guerre de Toledo, la frontière de l'État a été établie à environ 40° 44' de latitude nord, juste au nord de l'embouchure de la rivière Mahona. Cela donnait la rivière et Toledo à l'Ohio. Cependant, la ligne d'État a continué à travers la plus petite rivière Ottawa et a divisé la péninsule de l'autre côté de celle-ci. En se déplaçant vers l'intérieur, nous avons le cas du refuge national de la faune de Soto, également entre l'Iowa et le Nebraska, qui présente une situation assez intéressante. L'irrégularité de la frontière est due à des changements historiques du cours de la rivière, entraînant des portions du Nebraska du côté de l'Iowa. Le refuge s'étend sur les deux États et sert d'habitat pour les oiseaux migrateurs et autres animaux sauvages. Étonnamment, la déviation du cours de la rivière était artificielle et non naturelle. En 1960, un corps d'ingénieurs de l'armée a déplacé le principal canal de la rivière dans la région vers l'ouest. L'ancien canal de la rivière est maintenant le lac Soto, un plan d'eau en fer à cheval de 7 miles de long. Ainsi, une partie du refuge situé au Nebraska se trouve à l'est du Missouri. Il n'est pas clair pour moi si le déplacement a été effectué dans le contexte du refuge pour la faune afin de fournir aux espèces protégées un lac. En étant fait de cette manière, j'imagine que cela s'est passé avec l'accord de l'Iowa, rendant l'enclave une situation frontalière étrange, mais pas un problème entre les deux États. Et un autre exemple où l'eau est un obstacle est le comté de Newport, dans le Rhode Island. La partie continentale de ce comté est séparée du reste du Rhode Island par la rivière Taunton, nécessitant un voyage à travers le Massachusetts pour y accéder par voie terrestre. Vous pouvez bien le voir sur cette carte où les zones en rouge sont le comté de Newport appartenant à l'État du Rhode Island en beige clair. Cependant, alors que la plupart du comté est un ensemble d'îles, cette zone la plus à l'est n'appartient pas à une péninsule dont la juridiction est de l'État voisin du Massachusetts. La raison en est principalement historique. À l'origine, ces zones faisaient partie des revendications territoriales de la colonie de Plymouth, qui est devenue plus tard une partie du Massachusetts, mais en 1746, un décret royal a ajusté la frontière, les attribuant à Rhode Island. Cet ajustement était basé sur les modèles de peuplement et le désir de fournir à Rhode Island un territoire supplémentaire, pour équilibrer la distribution des terres parmi les colonies à l'époque. Donc, ce sont quelques-unes des irrégularités frontalières entre les États américains et entre un État et le Canada. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et toute autre suggestion de frontières étranges que vous connaissez entre deux pays ou à l'intérieur d'un pays spécifique, aux États-Unis ou ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à mes mécènes pour leur soutien direct. Pour accéder à du contenu exclusif, il vous suffit de vous y joindre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour plus de connaissances générales. La tasse Moomen de cette semaine est une répétition, je pense que je l'ai déjà montré, c'est le Moomen à la voile, et puis de l'autre côté, il a comme s'il allait, il part en expédition, je suppose qu'il va quelque part. J'ai l'impression que quand j'étais enfant,
Il y avait tellement de dessins animés qui avaient ce genre de bâton avec un petit sac accroché à lui. C'était comme si c'était une énorme réalité dans le monde et on ne le voit jamais vraiment. Tu sais, c'est comme les sables mouvants. On apprend tellement sur les sables mouvants et puis ce n'est pas une partie de notre vie quotidienne, mais c'est bien de voir que c'est une partie de la vie quotidienne de Moomin.